Dans l'histoire de l'art italien du XVe siècle, un autre phénomène important mérite ici d'être mentionné. Le rôle moteur que les modèles néerlandais ont pu jouer dans la poursuite des réformes artistiques dans lesquelles s'engagent alors les peintres italiens, particulièrement à Florence où ces modèles sont connus de première main. C'est à l'étude de ces liens entre les modèles néerlandais et les œuvres italiennes du XVe siècle qu'est consacré ce deuxième chapitre du chapitre 2. Dans le domaine du portrait, comme plus tard du paysage, les peintres néerlandais sont considérés dans l'Europe de la fin du XVe siècle comme des spécialistes du genre, mais aussi, plus spécifiquement en Italie, comme de véritables réformateurs, ayant su se départir des modèles du portrait qui prévalaient durant l'Antiquité pour atteindre une nouvelle manière de penser et d'approcher la représentation de la nature. Un peintre italien incarne sans doute le mieux cette recherche de réinterprétation et d'appropriation des modèles néerlandais dans l'Italie de la fin du XVe siècle. Il s'agit d'Antonello de Messine, dont nous avons déjà parlé lors du précédent épisode quand nous avons évoqué son retable de San Cassiano. Même s'il est probable qu'une partie des portraits qu'il a peints durant sa carrière ont été perdus ou ne lui sont plus attribués, quelques-uns d'entre eux sont aujourd'hui connus et reconnus comme parmi les portraits les plus importants qui ont été peints en Italie durant le dernier tiers du XVe siècle. C'est notamment le cas d'un portrait aujourd'hui connu sous le titre de Condottiere. Ce titre, comme tous les titres des œuvres de la période moderne, est apocryphe. En effet, avant que ne se mettent en place les grandes expositions publiques de peinture au milieu du XVIIIe siècle, les œuvres d'art n'ont pas de titre à proprement parler, à l'exception de quelques chefs-d'œuvre canoniques et d'un certain nombre d'estampes. Les œuvres sont généralement désignées par leur sujet en fonction de la manière dont on les regarde et dont on valorise tel ou tel aspect, tel ou tel effet que l'on recherche ou que l'on apprécie. Si le tableau d'Antonello de Messine a été titré le Condottiere, sans doute est-ce parce que ce portrait crée le sentiment, probablement volontaire, d'une autorité, d'une puissance imposante et forte. Cet effet est produit par des procédés qu'Antonello met en place dans cette œuvre et qu'il tire de son étude précise et minutieuse des portraits néerlandais du XVe siècle. Il est possible de distinguer ici plusieurs caractéristiques principales. La première est le choix de représenter le visage du modèle de trois quarts et non de profil, comme c'est le plus souvent le cas dans le portrait italien de l'époque, sur le modèle des médailles et des monnaies antiques, où le visage des souverains et des empereurs était figuré de la sorte. En choisissant le trois quarts, comme ses émules néerlandais, Antonello crée une véritable relation perceptive entre le modèle représenté et le spectateur qui le regarde. Le regard de son modèle peut être capté par le spectateur et même le croiser, comme si de fait l'espace du spectateur était en quelque sorte inclus dans celui de l'image. Ce sentiment de proximité, d'intimité avec le modèle est renforcé par une deuxième caractéristique du portrait d'Antonello, à savoir la très grande méticulosité avec laquelle les détails du visage et du vêtement sont rendus, grâce à une parfaite maîtrise de la technique de la peinture à l'huile par le peintre sicilien. On constatera en particulier la façon dont les cheveux sont traités de façon fortement individualisée, comme si chacun d'eux était détaillé. Il en va de même des sourcils, des poils de la barbe et de l'étoffe de la veste portée par le modèle. Le visage, par ailleurs, fait l'objet d'un très grand soin dans le rendu des effets de chair, des plis de la peau ou des rides. Troisième caractéristique, le fond très sombre, presque noir, sur lequel se détache la tête du modèle. Ce fond permet au peintre d'éliminer tous les détails susceptibles de divertir l'attention du spectateur, conduisant celle-ci à se focaliser uniquement sur le visage et donnant le sentiment, de fait, que le portrait nous toise directement, comme si ce n'était pas nous qui regardions le portrait, mais que nous étions en quelque sorte la cible de son regard. Même si les mains du modèle ne sont pas représentées selon un schéma que les Néerlandais suivront jusqu'au XVIe siècle, pensant que le portrait doit se faire sur le mode de la présentation en buste, la volonté expresse d'Antonello, sur le modèle de ces artistes nordiques, est bien de créer et de renforcer l'effet de vie de son tableau. Le portrait n'est plus seulement la représentation d'un individu, l'expression de sa situation sociale, de son pouvoir éventuellement politique ou financier, il est aussi le lieu où se construit un échange à la fois visuel et émotionnel,
comme une rencontre entre l'individu représenté et le spectateur se trouvant en face de lui. Peint quasiment au même moment que le soi-disant condottiere d'Antonello de Messine, ce portrait de Ginevra de' Benci est lui aussi marqué par les modèles néerlandais. Il s'agit du portrait le plus ancien que nous connaissions de la main de Léonard de Vinci, mais aussi l'un des mieux documentés. Le modèle est alors considéré comme l'une des plus belles femmes de Florence. De nombreux poèmes lui sont consacrés par Ange Policien ou Laurent le Magnifique. Le 15 janvier 1474, alors qu'elle n'a que 17 ans, un contrat de mariage unit Ginevra et Luigi Niccolini. Contrairement à ce que l'on a pu penser toutefois, ce portrait n'est probablement pas lié à ses noces, mais à la rencontre de Ginevra avec Bernardo Bembo, un humaniste et ambassadeur vénitien auprès de la République de Florence, de 24 ans son aîné, qui séjourne à 2 reprises dans la capitale toscane. Bembo est aussitôt séduit par la jeune mariée, à laquelle, à l'image des grands modèles chevaleresques, il voue une passion courtoise, dont le portrait par Léonard est probablement la plus belle expression. L'endroit et le revers du panneau de bois matérialisent l'union symbolique entre Bembo et Ginevra. Celle-ci voit son prénom évoqué par le genévrier, Ginepro, sous lequel elle se tient et qui jette sur ses bras et une partie de ses épaules une ombre pouvant évoquer celle de son amant platonique. La présence de Bembo est également évoquée, au verso, par les branches de laurier et de palmier, ses emblèmes, qui embrassent délicatement la pousse de genévrier. Au-delà de cet hommage crypté à la beauté d'une femme et à l'idéal d'un amour platonique, le tableau de Léonard propose une mise en espace très originale du visage de Ginevra, sur laquelle il reviendra notamment dans la Joconde du Louvre, et qui doit beaucoup, là aussi, au portrait néerlandais. Plus qu'un simple fond sur lequel se détache la figure, l'arrière-plan paysager constitue un élément expressif, essentiel dans la composition. Entourant l'ensemble de sa tête, ainsi que son épaule droite, le genévrier isole et sacralise la figure de Ginevra, à la manière d'un nimbe sombre ou d'une couronne d'épines. Le contraste chromatique entre les verts et les bruns sombres du feuillage et les teintes laiteuses de la peau renforce la pâleur de son teint, qui est un signe de perfection et de beauté à l'époque. Comparé aux branches droites et noires du genévrier, les boucles blondes de sa coiffure, qui se répandent sur ses tempes et ses joues, paraissent d'autant plus belles et brillantes que le pinceau de Léonard s'y fait habile et précis. Le décor, toutefois, n'est pas clos sur lui-même. L'ouverture dans les feuilles et l'échappée à droite permettent à Léonard de soigner l'harmonie de son tableau et de lui éviter une excessive froideur. Les teintes du vêtement sont rappelées en écho par le feuillage translucide du grand conifère vu en contre-jour et l'étang sur les eaux duquel il projette son reflet. Ginevra apparaît ainsi comme l'une des merveilles de la nature. Ayant été largement découpé dans sa partie inférieure, le portrait que l'on peut admirer aujourd'hui ne peut que partiellement rendre justice à la réussite des solutions formelles que Léonard a introduites dans son tableau, et ce malgré les tentatives de reconstitution par ordinateur qui ont été proposées. En réalité, le portrait de Ginevra de' Benci est moins une nouveauté qu'une synthèse. Combinant une pose qui évoque directement certains bustes sculptés par son maître, Verrocchio, ainsi qu'un système de composition en buste et sur un fond de paysage comme les portraits néerlandais, Léonard parvient à créer un nouveau type de portrait en extérieur qui sera après lui fréquemment imité en Italie. Le visage peint par Léonard traduit cette double dimension de la beauté profane et sacrée. Ses yeux en amande, presque bridés, ce nez long à l'arête droite et resserré au-dessus des narines, ses sourcils en arc de cercle très dessinés, ses lèvres fines et resserrées, presque inexpressives, ce visage ovale dont le menton est bien marqué, cette coiffure clairement marquée par une raie centrale répartissant de part et d'autre la chevelure en boucles larges et soignées sur les tempes, toutes ces formes du visage de Ginevra sont parfaites, mais répondent de ce fait et scrupuleusement au canon de la beauté féminine de l'époque que l'on retrouve dans la peinture, la statuaire, mais également dans la poésie. Nous aurons l'occasion, lors du chapitre 3, d'insister sur les principales caractéristiques de l'art néerlandais du XVe siècle, que les peintres italiens contemporains pouvaient connaître grâce aux œuvres qui très tôt ont été collectionnées, voire directement commandées par un certain nombre de princes ou de grandes familles aristocratiques de la péninsule. C'est le cas fort connu de ce que l'on appelle le triptyque Portinari,
en référence à Tommaso Portinari, le représentant de la riche banque florentine des Médicis à Bruges, qui en 1470 avait déjà commandé un tableau à un peintre néerlandais en sollicitant les scènes de la Passion du Christ auprès de Hans Memling. Le triptyque Portinari a été commandé à un peintre originaire de Gand et actif dans cette ville, Hugo van der Goes, qui y est documenté comme maître à la Guilde des peintres dès 1467, où il bénéficie du soutien amical d'un autre peintre, Jos van Wassenhof. Van der Goes reste d'ailleurs proche de ce dernier, personnellement et artistiquement, jusqu'au départ de van Wassenhof pour l'Italie entre 1469 et 1471. Peut-être est-ce ainsi grâce à van Wassenhof, qui est surnommé Juste de Gand, Giusto da Guanto en Italie, que van der Goes obtient la commande de ce retable, qui est finalement installé le 28 mai 1483 dans la chapelle funéraire des Portinari, située dans l'église San Egidio, au sein de l'hôpital florentin de Santa Maria Nuova. Ce retable porte sur deux thèmes liés au Christ, son épiphanie, c'est-à-dire son apparition dans le monde des hommes, et son sacrifice lors de la Passion. Le thème de l'épiphanie est symbolisé par les volets extérieurs du retable, qui, quand ce dernier est fermé, montrent une annonciation en grisaille. Ouvert, il présente une adoration des bergers, où le Christ, la Vierge et Joseph sont entourés dans l'étable de 9 anges agenouillés, pour les 9 chœurs angéliques, de 3 bergers, et sur les 2 volets intérieurs de Tommaso Portinari, accompagné par ses 2 fils Antonio et Pigello, ainsi que de saint Thomas et saint Antoine, et sur le volet droit, son épouse, Maria Maddalena Baroncelli, sa fille, Margherita, et leurs 2 saintes patronnes respectives, Marie-Madeleine et Marguerite d'Antioche. Cette épiphanie est également évoquée par la sandale, représentée au premier plan de l'adoration, dont Joseph s'est défait avant d'entrer dans l'étable, qui fait référence à un passage du livre de Josué, le quasi-homonyme de Joseph. Josué, se trouvant près de Jéricho, leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit-il, je suis le chef de l'armée de Yahvé, et maintenant je viens. » Josué, tombant la face contre terre, l'adora et dit « Quels sont les ordres de mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de Yahvé répondit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » Et Josué s'exécuta. Le thème de l'épiphanie est enfin évoqué par les 4 scènes représentées à l'arrière-plan. Sur le volet gauche, Joseph et la Vierge se dirigent vers la Judée, vers la ville de David qui se nomme Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, pour s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Ici, je cite l'évangile de saint Luc. Sur le panneau central sont représentées une visitation, durant laquelle la Vierge annonce à sainte Anne la venue du Christ, et une annonce au berger, par laquelle l'ange du Seigneur annonce au pasteur la naissance du Sauveur. Sur le volet droit, enfin, ce sont les rois mages qui s'enquièrent du lieu où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître, selon la phrase de l'évangile de selon saint Matthieu. Le thème du sacrifice du Christ, souvent consubstantiel aux scènes de nativité, est ici mis en évidence par la position de l'enfant Jésus, représenté à même le sol. Le regard porté vers le haut, il est littéralement présenté comme l'agneau de Dieu, prêt à être sacrifié. Le fait qu'il rayonne de lumière et qu'il ne repose pas dans la mangeoire traditionnelle constitue toutefois une référence évidente à un célèbre passage des Révélations de sainte Brigitte de Suède, un texte fort connu dans l'Europe du Nord. Cette référence est redoublée de celle de la Visitation, qu'on a vue tout à l'heure, qui renvoie à la naissance du Christ, mais aussi à celle de saint Jean-Baptiste, qui sera le premier à parler de Jésus comme de l'Agnus Dei, l'agneau de Dieu, en référence à la tradition juive du sacrifice de l'agneau pascal. Une troisième référence au thème du sacrifice et de la rédemption est celui du vase, qui au premier plan contient 2 lys rouges et 3 iris blancs et bleus. Il s'agit de ce qu'on appelle une albarelle, un type de vase italien dans lequel les apothicaires avaient coutume de ranger leurs soins. Ici, les médicaments ne sont pas des onguents, mais les symboles du sang du Christ et de la pureté de la Vierge, seuls capables de soigner l'humanité du péché originel. On comprend aisément, face à ce retable, la fascination qu'il a pu exercer auprès des peintres italiens. La construction perspective,
question qui on l'a vu intéresse particulièrement les artistes italiens du XVe siècle, est d'une grande rigueur, et est mise au service du récit visuel pour lequel le peintre fait appel à des figures extrêmement dynamiques qui dramatisent le moment. Ainsi peut-on expliquer l'instabilité apparente de la figure de Joseph qui semble en train de s'agenouiller, tandis que les trois bergers, entrés en trombe dans l'étable, expriment la hâte avec laquelle ils ont rejoint le lieu après l'annonce de la naissance du Christ. Par de nombreux aspects, toutefois, le triptyque Portinari semble privilégier volontairement certains archaïsmes. Les physionomies un peu stéréotypées de la Vierge et des anges renouent avec la tradition iconographique initiée un siècle plus tôt par les frères Van Eyck et poursuivie par Van der Weyden, tout comme les disproportions entre les différentes figures, en fonction de leur importance, mais aussi entre les figures et le cadre architectural. Le paysage des trois panneaux semble unifié, mais ce sentiment est trompeur. Même si des éléments architecturaux permettent à l'espace de l'étable de s'étendre sur les deux volets latéraux, nous observons un certain nombre de disjonctions, notamment au niveau des sols et du traitement du ciel. Du point de vue narratif, enfin, Van der Roos renoue avec la narration simultanée à laquelle il avait précédemment renoncé, avec l'introduction à l'arrière-plan de scènes complétant et commentant les scènes du premier plan, à la manière d'une prédelle. Le fait que nous retrouvions les mêmes choix durant la seconde partie de la carrière de Van der Roos semble confirmer qu'il ne s'agit pas pour lui d'adapter ainsi ses solutions formelles à ses destinataires italiens, mais d'affirmer une manière volontairement plus artificielle et éloignée des choix illusionnistes et narratifs effectués quelques années plus tôt. Il est peu probable que les spectateurs florentins du triptyque Portinari aient été conscients de ces évolutions à l'intérieur de l'œuvre de Van der Roos. Celui que Giorgio Vasari appellera fautivement Ugo d'Anversa, Hugo d'Anvers, et dont l'œuvre à Florence avait été précédée de celle de Van der Weyden et de Memling, incarne alors le sommet de l'art néerlandais et intrigue un certain nombre d'artistes locaux. C'est le cas notamment de Domenico Ghirlandaio, un peintre florentin actif durant la seconde moitié du XVe siècle, et dans l'atelier duquel s'est notamment formé le jeune Michel-Ange. Apprécié pour ses peintures d'histoire religieuse, à la détrempe, à l'huile et à fresque, ainsi que pour ses portraits, Ghirlandaio exécute entre 1482 et 1485 le décor de la chapelle Sassetti dans la basilique florentine de Santa Trinita, pour le compte de Francesco Sassetti et de son épouse. Sassetti travaille alors pour la Banque des Médicis et connaît probablement Tommaso Portinari. Le décor à fresque des trois murs de cette chapelle est consacré à l'histoire de saint François d'Assise, en l'honneur du saint dédicataire de la chapelle. Cette campagne de décoration s'achève avec la réalisation du retable central sur le thème de l'adoration des bergers en 1485. Cette œuvre est l'une des premières réponses florentines au triptyque Portinari. Près du Christ est représentée une mangeoire qui prend la forme d'un sarcophage romain sur lequel peut être lue une inscription latine qui fait référence à la venue du Christ, prophétisée par Fulvius, tué par Pompée lors de la conquête romaine de Jérusalem. Lorsque Fulvius, l'augure de Pompée, tomba par l'épée à Jérusalem, il dit « L'urne qui me recouvre, qui me dissimule, fera naître un Dieu. » Cette référence à l'histoire et à la culture visuelle romaine n'est pas la seule. Le cortège des trois rois mages, visible à l'arrière-plan, passe sous un véritable arc de triomphe qui porte également une inscription renvoyant à la figure de Pompée. Quant à la ville représentée à l'arrière-plan, elle évoque elle aussi Rome, mais aussi Florence. Toutefois, plusieurs éléments rapprochent directement le tableau de Ghirlandaio de celui de Van der Roos, à commencer par la position de la figure du Christ, que le peintre aurait pu représenter dans sa mangeoire, qui est ici figurée, mais qu'il a préféré poser à même le sol, le regard dirigé vers le spectateur. Ce jeu avec le spectateur est également pris en charge par les trois figures des bergers, qui à droite semblent comme entrer dans l'image avec une certaine précipitation, comme dans le tableau de Van der Roos. L'un d'eux, un probable autoportrait du peintre, se charge de jouer le rôle de l'admoniteur. L'index qu'il pointe vers le Christ s'adresse tout à la fois à ses deux collègues, mais également au spectateur, auquel le peintre demande de fixer directement la figure la plus importante de la composition. Si l'on peut supposer que l'un de ces trois bergers est bien l'autoportrait du peintre, ce n'est pas simplement grâce aux sources de l'époque. C'est aussi parce que les visages de ces trois figures, comme d'ailleurs
du Christ, de la Vierge ou de Joseph, font l'objet d'une très forte individualisation, elle aussi comparable à celle que l'on retrouve dans le triptyque Portinari. On pourrait d'ailleurs affirmer que cette individualisation caractérise l'ensemble de l'œuvre de Ghirlandaio ici, qui prend un malin plaisir à caractériser de la manière la plus précise et la plus naturelle possible le paysage à l'arrière-plan, mais aussi les différents objets que le spectateur peut admirer au premier plan. L'enjeu ici est à la fois symbolique et optique. Comme chez son confrère néerlandais, il s'agit d'une part d'accompagner et de commenter la scène principale en lui adjoignant des éléments qui permettent de mieux comprendre et d'enrichir son contenu sémantique. Mais il s'agit aussi, d'autre part, de renforcer la vraisemblance de la scène, en lui donnant les atours d'une image qui semble comme prise sur le vif, et dans laquelle le spectateur est comme intégré, comme s'il était un spectateur parmi d'autres, qui lui aussi, à l'image des bergers et de la Vierge, doit s'agenouiller devant le Christ. Le tableau de Van der Roos, mais également plus largement la peinture religieuse des maîtres néerlandais du XVe siècle, a suscité à Florence d'autres réactions. Nous pourrions citer ici l'Adoration des rois mages, peinte vers 475 par Sandro Botticelli, un ancien élève de Filippo Lippi et d'Antonio Pollaiolo, qui répond ici à une commande pour la chapelle funéraire de Gaspare Zanobi del Lama, autre banquier florentin, pour la basilique de Sant'Armia Novella à Florence. Le sujet est légèrement différent de celui de l'Adoration des bergers, dans la mesure où cette fois-ci il s'agit de représenter la venue des trois riches rois mages orientaux, Gaspard, Balthazar et Melchior, précédant un cortège de suiveurs et de courtisans luxueusement habillés. D'un point de vue strictement pictural, toutefois, le problème posé à l'artiste est tout à fait similaire. Il s'agit de représenter un groupe de figures se prosternant devant l'enfant Jésus, présenté par la Vierge Marie et protégé par Joseph, dans l'étable ruineuse qui leur sert de havre. De façon assez originale d'ailleurs, Botticelli ne représente pas la Sainte Famille au sol, mais dans une étable qui est comme surélevée, sur une sorte de tribune, ce qui lui permet de mettre en valeur, de mettre en scène la différence existant entre le monde terrestre des trois rois mages et le monde céleste, incarné par la Sainte Famille en général et par le Christ en particulier. Le choix d'une perspective dont le point de fuite et l'horizon sont relativement bas dans l'image, sous le groupe de la Vierge et de l'Enfant, confirme d'ailleurs la volonté du peintre de placer le spectateur dans la situation des hommes venus vénérer le Christ et contemplant donc la scène di sotto in su. Il s'agit d'identifier ces trois rois mages, tirés de l'histoire sainte, aux hommes de la société florentine contemporaine, où l'on peut reconnaître d'ailleurs de nombreux portraits des membres de la famille et de la cour des Médicis, jusqu'à Botticelli lui-même, qui se représente dans le coin inférieur droit de l'image, debout, de trois quarts, regardant directement l'observateur comme s'il souhaitait croiser son regard et l'amener dans l'image à la façon de l'admoniteur albertien. Si ce retable est plus éloigné du triptyque Portinari que l'Adoration des bergers de Domenico de Ghirlandaio, il n'en reste pas moins qu'il aurait été sans doute impossible à concevoir sans l'apport du modèle néerlandais que l'on retrouve non seulement dans l'individualisation très forte des différents membres du cortège des rois mages, qui constitue au sein de cette image religieuse comme un véritable portrait collectif des Médicis, mais également dans le choix de représenter à droite de l'image des figures se précipitant vers le groupe de Marie et du Christ, selon une dynamique narrative qui permet de renforcer le sentiment de vérité et d'impliquer davantage le spectateur d'un point de vue visuel et émotionnel. Un procédé directement inspiré du tableau de Van der Roos. Un certain nombre des choix opérés par Botticelli dans son retable se retrouvent d'ailleurs une vingtaine d'années plus tard dans l'Adoration des rois mages, peinte en 1496 par Filippino Lippi, qui a fait partie de l'atelier d'Antonio Pollaiolo et de Sandro Botticelli au moment où ce dernier a peint son tableau. Le tableau de Lippi a été peint à la demande des moines du couvent de San Donato a Scopetto, à Florence, afin de remplacer la fameuse Adoration des rois mages que Léonard de Vinci leur avait laissée inachevée lors de son départ pour Milan. Dans son propre tableau, Lippi rend d'ailleurs hommage à l'œuvre de Léonard en reprenant la structure pyramidale du groupe de la Vierge entouré des trois rois mages. Les deux sources principales du retable de Lippi demeurent toutefois l'œuvre de son maître, ainsi que le modèle de Van der Roos. À Botticelli, il emprunte la composition d'ensemble, le choix d'insérer dans le cortège des rois mages des portraits individuels, la structuration de l'arrière-plan, la position surélevée de la Sainte Famille et la figure debout qui, dans la partie droite de l'image, désigne sa partie centrale.
tout à la fois aux autres figures et au spectateur lui-même. Fidèle à la manière de son maître, Lippi dessine très précisément chaque figure en délimitant ses contours par un cerne noir qui permet de la détacher du fond, mais également de la distinguer des autres figures. Il y ajoute toutefois un coloris plus varié, plus riche, plus chatoyant, qui n'est pas sans évoquer la manière fleurie de Filippo Lippi, son propre père. Au modèle de Van der Goes, Lippi emprunte par ailleurs, comme Botticelli lui-même, l'attentive et précise imitation des objets et des matières, notamment visibles dans le traitement des vêtements, des fragments antiques parsemés au premier plan, ou encore dans le rendu presque naturaliste de la structure de bois et de paille qui s'ajoute au mur de l'étable, selon un montage qui renvoie lui aussi et directement au retable du peintre néerlandais. Un dernier peintre florentin mériterait ici d'être cité dans le cadre de cette réflexion sur la place des modèles néerlandais de la peinture italienne du XVe siècle. Il s'agit de Piero di Cosimo, un élève du peintre florentin Cosimo Rosselli, auquel il emprunte son nom. Comme Botticelli, Piero di Cosimo s'adonne à la peinture religieuse, mais également à la peinture allégorique, mythologique et au portrait. Des genres pour lesquels il est particulièrement apprécié à Florence et où il peut faire briller tout à la fois sa maestria technique et son ingéniosité d'invention. L'un des meilleurs exemples en est sans doute son Vénus, Cupidon et Mars qu'il peint en 1490. Le format horizontal de ce tableau indique que selon toute probabilité, il était destiné à décorer ce que l'on appelle un cassone, un coffre généralement commandé et fabriqué à l'occasion des mariages. Le thème choisi par Piero confirme cette destination et cette fonction, puisqu'il s'agit de représenter ou plutôt de faire allusion aux amours du couple mythologique par excellence, celui de Vénus et de Mars, ici représenté après l'amour, dans une langueur à la fois suggestive et comique. Le couple de colombes, que l'on remarque au premier plan, indique quelles ont été les activités toutes récentes de Vénus et de Mars. Tandis que le morceau d'armure, placé au sol dans le coin inférieur droit, et prenant la forme d'une courbure molle, est une évocation probable du relâchement de certaines parties du corps de Mars, après l'effort qu'il a consenti, et auquel renvoie, très probablement, la grande et solide épée maniée à l'arrière-plan par quelques petits poutis malicieux. Les historiens de l'art, comme souvent désireux de mettre en valeur l'étendue de leur culture livresque, ont voulu voir dans cette œuvre des allusions aux idées néoplatoniciennes, fort diffusées dans les cercles savants et artistiques de la Florence du XVe siècle, dans la mesure où, selon eux, cette scène viendrait en quelque sorte célébrer la puissance et le triomphe de l'amour sur la guerre. Cette interprétation est naturellement possible et même probable, mais la question posée est de savoir si elle est la principale interprétation à privilégier dans cette œuvre, ou si plus simplement, mais aussi sans doute plus vraisemblablement, il ne s'agit pas, pour Piero di Cosimo, de faire référence à ce qui donne alors sens au mariage dans la société italienne du XVe siècle, à savoir les activités sexuelles qui attendent le couple qui va se marier et qui seules lui permettront de procréer, comme y font référence les nombreuses figures d'enfants au premier et au second plan du tableau de Piero. Au-delà de ces enjeux qui sont liés à l'invention de l'œuvre, c'est-à-dire au choix et à l'organisation de son sujet et des éléments qui le composent, il convient par ailleurs de souligner ici aussi l'importance et peut-être même la prédominance des modèles néerlandais dans la manière de Piero di Cosimo, qui se lie une nouvelle fois dans le traitement extraordinairement précis, méticuleux, minutieux des détails que l'on retrouve dans le rendu des reflets de la lumière à la surface de l'armure du premier plan, mais également dans l'omniprésence des animaux, des insectes qui se posent sur le corps de Vénus et de Mars, dans le rendu précis, presque botanique, des fleurs et des plantes, au premier ou à l'arrière-plan, dans le rendu des chairs de ces deux corps qui, même si elles relèvent d'une manière plus graphique que coloriste, directement inspirée de Botticelli d'ailleurs, présentent un coloris relativement homogène, fondé sur une articulation douce et progressive des différents plans, et enfin dans le rendu naturel du paysage unitaire, dont les différents plans sont construits par la dégradation progressive des teintes du premier à l'arrière-plan, selon le procédé de la perspective aérienne ou atmosphérique, auquel est d'ailleurs consacré un exclusif secours, et qui n'est pas sans rappeler l'arrière-plan du portrait de Ginevra de' Benci par Léonard de Vinci que nous avons vu tout à l'heure. Si tous les peintres italiens du XVe siècle n'ont pas montré la même curiosité, ni la même fascination que le peintre qui vient d'être évoqué pour les œuvres de leurs homologues néerlandais,
Il est incontestable que ces modèles, présents dès le milieu du XVe siècle dans les collections italiennes, ont joué un rôle central dans les réflexions que les artistes florentins ou vénitiens menaient alors sur la manière d'imiter la nature, sur la construction de l'espace, sur le rendu des matières et des objets, ou encore sur la place de la figure humaine dans la représentation religieuse ou mythologique. Une question toutefois échappe en grande partie à ces rapprochements, celle de l'expression des passions humaines que les Italiens prennent en charge de façon tout à fait spécifique, et à laquelle nous consacrerons le troisième et dernier épisode de ce chapitre 2.